Bonjour, bienvenue en psychogériatrie ambulatoire au Christ-Roi. J'aurai le plaisir de t'accueillir avec nous dans notre équipe interdisciplinaire avec neuropsychologue, ergothérapeute, infirmière, physiothérapeute. On parle de psychogériatrie ambulatoire parce qu'on reçoit des patients en consultation, c'est une équipe d'expertise, mais on va aussi à domicile évaluer des patients. Puis dans ton stage avec nous, c'est ce que tu vas faire. Aller faire des évaluations à domicile, c'est pour ça que ça vaut la peine que tu te prépares bien avec nous pour te rendre à domicile. Donc, dans la psychogériatrie, c'est surtout la psychiatrie avec la neurologie et la cognition qu'on va faire ensemble, évidemment chez des patients gériatriques. Donc, on va quand même tenir compte des grands syndromes gériatriques, particulièrement de la pharmacogériatrie, les chutes, la fragilité. Et ça va être un peu périphérique à ce qu'on va faire ensemble. On va se concentrer sur la tâche qui est déjà quand même assez lourde de la psychiatrie cognition. Donc, on va surtout avoir des cas de troubles neurocognitifs majeurs, de problèmes psychiatriques comme les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, des dépressions, des problèmes délirants, psychotiques, des troubles de personnalité, des gens avec la misère sociale et compagnie. Donc, c'est quand même un mandat qui est intéressant, des patients qui sont résistants. Donc, dans mes principaux mandats pédagogiques, les choses que j'ai envie particulièrement de travailler avec toi dans le contexte où on est, c'est les patients qui sont résistants, les patients qui au départ ne veulent pas vraiment travailler avec nous pour différentes raisons et qu'avec une bonne technique, une approche que j'aurai le plaisir de t'enseigner, on les amène à embarquer, à accepter et à être content de travailler avec nous souvent. On va aussi avoir travaillé les troubles neurocognitifs majeurs, pas simplement l'Alzheimer ou le vasculaire, mais les autres maladies, puisqu'on a une neuropsychologue dans notre équipe. On va aussi travailler l'anxiété et les CPD, comme j'ai nommé tout à l'heure. Pour aller à domicile, donc quand on se prépare, il faut déjà avoir une idée en tête de ce qu'on s'en va faire avec le patient. C'est pour ça que je vais te présenter ce que je m'attends de ta part pour une évaluation. Il faut aussi penser à ta propre sécurité et à la sécurité du patient. Inquiète-toi pas, tu t'en vas pas en danger. C'est jamais arrivé une mésaventure avec un externe avec nous, même après plusieurs années, mais je voudrais pas que tu sois le premier ou la première. Donc, on reste vigilant, soit les lieux physiques, on s'en va dans un environnement non familier, à l'extérieur ou à l'intérieur, tu restes vigilant pour ta propre sécurité. Et si un patient qui deviendrait patient deviendrait agressif, hostile, on joue pas au super-héros, on ramasse nos choses et on s'en va, je n'aurai pas de problème avec ça. Bien sûr, la sécurité du patient aussi, quand tu vas aller l'examiner à son domicile, on n'est pas dans un contexte de table d'examen, donc on va s'adapter selon ce qu'on voit. Il faut s'assurer de ne pas se blesser en faisant l'examen, mais pas blesser le patient non plus. Donc peut-être certaines mesures, certaines manœuvres, comme marcher sur la pointe des pieds, ses talons, le pousser pour l'équilibre, tout ça, peut-être pas une super bonne idée à domicile. Il faut s'ajuster la position pour aller faire l'examen abdominal et tout ça si c'est nécessaire. On va en parler tout à l'heure. Alors voilà pour le domicile. Comment on va fonctionner dans l'horaire? Bon, tu auras un nombre de patients d'évaluation le plus qu'on peut, là, selon les disponibilités, mais ça va être par demi-journée. Donc, dans une demi-journée, ce sera ta demi-journée. Je parle pour un patient, et c'est là que tu vas l'évaluer. La demi-journée inclut prendre connaissance du dossier comme il faut, se préparer. On ne peut pas amener les dossiers à domicile, tu ne peux pas sortir les dossiers de Christ-Roi. Donc, préparer le dossier, prendre connaissance, se prendre des notes, se rendre chez le patient. Si tu n'as pas de voiture, on aura des coupons de taxi, mais idéalement, si tu as une voiture, ça va sûrement être plus agréable pour toi, mais il n'y a pas de souci. Faire l'évaluation, c'est-à-dire le questionnaire complet, prendre du temps pour apprivoiser le patient, faire le questionnaire de la maladie actuelle, les composantes psychiatriques, neurologiques, faire un examen physique. Par la suite, soit revenir à Christ-Roi ou aller chez toi. Tu seras responsable de la confidentialité des choses, par exemple, pour téléphoner à un proche s'il n'y avait personne de présent. Donc, c'est sûr que dans le domaine où on est, juste l'opinion du patient,
ça va être beaucoup moins performant. Donc, quand on fait des visites à domicile, souvent, les proches ne viennent pas. S'il y a un proche qui est là, ben, tu en profites pour avoir son opinion. S'il n'y a pas de proche, ce que je te demande, c'est de téléphoner à un proche impliqué auprès du patient. S'il y en a plus qu'un, nous, la manière qu'on va fonctionner, il y a la demi-journée où tu vas évaluer et ensuite la demi-journée où on va reviser ensemble. Donc, tu vas déjà pouvoir savoir sur une feuille que je vais te montrer, la feuille de rendez-vous, qui vient avec le patient pour la revision. Cette personne-là, bien, idéalement, n'appelle pas la même. S'il y a plus qu'un proche impliqué, bien, ça va être efficace de parler avec un autre proche. Si il y a juste un proche impliqué, tu peux l'appeler quand même, mais précise-le, la personne ne comprendra pas pourquoi tu l'appelles d'avance, puisqu'elle sera là au rendez-vous. Donc, tu peux dire, vous savez, c'est pour compléter mon histoire, puis c'est intéressant de se parler, juste vous et moi, là, avant qu'on soit en présence de votre proche. Et bien sûr, tu complètes ta demi-journée par la rédaction de la note et la réflexion, puisque je souhaite que, comme on dit, tu te mouilles à c'est quoi les impressions d'après toi et c'est quoi le plan que tu ferais. C'est un outil de travail que tu vas avoir, puis c'est payant de déjà se positionner et de ne pas attendre que moi je donne les réponses. Donc, chaque patient, ça va aller en 2 demi-journées. Ça se pourrait que tu en aies jusqu'à 3, donc ça va quand même bien occuper la semaine. Et donc, la demi-journée où on va reviser, donc à ce moment-là, il y a du temps prévu amplement pour que tu puisses me raconter ton cas en détail, assez en détail, puis que moi, je ne vais pas te poser des questions, on se fasse une idée, et après ça, je vais évaluer le patient en ta présence pour qu'on puisse reviser la situation. Alors voilà pour le fonctionnement. Qu'est-ce que je m'attends de toi? Bien, avec des patients comme ça, puis je vais te l'enseigner en personne quand on va se rencontrer le lundi matin, et si tu as des questions, je vais pouvoir y répondre. Évidemment, on va prendre le temps de se connaître. Pourquoi? Parce que quand on se connaît, bien, c'est beaucoup plus facile de fonctionner ensemble. Donc, avec nos patients qui sont souvent rébarbatifs, il faut se préparer à notre entrevue en sachant c'est qui le patient. Donc, sur la feuille, comme ça, que tu vas avoir, oui, je sais, on a encore des feuilles, j'espère qu'un jour, on n'en aura plus. Donc, un document comme ça que je vais te présenter, tu pourras le regarder quand tu seras sur place, mais je t'en parle là, tout de suite. Donc, une grande section, identification. Identification, c'est pas juste son âge, son genre. C'est ça qui est intuitif, mais ça nous prend plus que ça en gériatrie, puis encore plus en psychogériatrie. Donc, qu'est-ce que je veux savoir? Je veux savoir d'où il vient, quelle ville vient le patient, la patiente. C'est quoi sa fratrie, c'est quoi son rang dans sa famille. Ensuite de ça, j'ai besoin de savoir c'est quoi son milieu de vie actuellement. Est-ce que c'est un appartement standard, une maison, une résidence pour aînés? Bien, CHSLD, ça, on ne le verra pas en consultation. Je veux savoir c'est quoi son état. C'est-tu quelqu'un qui est séparé, qui est veuf, qui a toujours été célibataire? Est-ce qu'ils ont des proches, des enfants, des conjoints? Et puis, je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, en plus de leur scolarité. En général, c'est des gros éléments. Et toute autre chose pertinente, des loisirs particuliers, des voyages mémorables qu'ils ont fait ou peu importe, des choses qui pourraient nous aider à mieux les connaître et à mieux les cerner. Parce que quand on va aller questionner, c'est pour aller... quand on va aller questionner, on va pouvoir utiliser cette connaissance-là du patient pour être plus approprié dans notre façon de l'aborder. Évidemment, il y a la raison de consultation, les antécédents, je vais aller très vite là-dessus, mais je veux simplement te mentionner, moi, ce que je recommande, tant qu'à étudier les antécédents, ça va être intéressant d'aller les classer quand tu vas les écrire. Donc, évidemment, puis tu y vas par ce qui est le plus intéressant pour dans laquelle spécialité que tu es dans ton stage. Donc, actuellement, tu vas être en psychogériatrie. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être des antécédents psychiatriques, des antécédents cognitifs, des TDM cérébrales. À une imagerie, ça peut être un antécédent aussi. Donc, une imagerie antérieure, les tests cognitifs, les MMSE, les MOCA, ben, les horloges, on ne peut pas vraiment les ramener, mais donc les tests cognitifs, il fallait les mettre, les antérieurs, comme tu vas voir, ben, ça nous permet de les utiliser pour tracer les trajectoires de nos patients sur les courbes cognitives. Pour moi, il n'y a pas de trop vieux antécédents. Je suis assez minutieux là-dessus.
Je te dirais, les antécédents qui seraient trop vieux, c'est des antécédents qui ont été remplacés par un autre. C'est sûr qu'un tapis roulant de 1982, s'il y en a un de 2010, ben, il va être plus intéressant. Donc, on va essayer d'être assez vaste là, dans toute notre vision des antécédents, d'autant plus que les patients, puisqu'ils ont beaucoup des troubles cognitifs, ils n'y pensent pas souvent à nous dire ce qu'ils ont eu comme maladie. Antécédents familiaux, ça, c'est des patients qui sont assez âgés qu'on a. Ça, évidemment, je veux faire le tour, mais je vais être moins intense là-dessus. On va surtout focuser sur les antécédents neurologiques de maladies cognitives ou les antécédents psychiatriques qui n'ont pas d'âge pourraient être un facteur de risque. Hein, tu te doutes qu'un patient de 92 ans, que son père est mort du cœur à 60 ans, on se doute que notre patient, au niveau vasculaire, est assez résistant. Tu vas voir avec moi, dans la semaine, il va y avoir la notion, j'amène des mots-clés. Et à un moment donné, il va y avoir le choix des mots. Dans une entrevue avec des patients difficiles ou pas, il faut être très vigilant dans la communication, à tous les niveaux, évidemment. Donc, on communique avec le langage. Et quand on choisit des mots, on passe des sous-messages, on passe des messages dans nos mots. Évidemment, il y a le non-verbal aussi, qu'on va être très vigilant, très attentif. Le nôtre et celui du patient aussi. Excusez-moi. Donc, le choix des mots, un exemple ici, on n'ira pas dire « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre famille qui a eu une maladie de la mémoire? » Parce que si on dit ça, on insinue que le patient en a une, qu'on pense qu'il y en a une, on n'y a pas dit encore. Donc, toujours vigilant au choix de nos mots, c'est très payant. Ensuite, il y a la médication, c'est assez simple. Là encore, je t'invite à la classer. C'est très payant pour nous et pour les gens qui nous lisent. Et là encore, on commence par la médication qui va nous intéresser le plus dans le sujet où on est actuellement. Donc, dans mon cas, c'est les psychotropes qui vont m'intéresser le plus. Puis en allant les classer, les psychotropes, les cardiotropes et compagnie, souvent pour un patient qui va avoir une très longue liste, ça va être pédagogique pour nous parce qu'en les classant, on vient les chercher dans la liste. Puis là, on se rend compte qu'il y en a beaucoup, encore plus que si on les avait accrochés à travers une mare d'autres médications. Dans les habitus, j'ai été habitué, juste des petits cues, c'est des patients qui sont âgés qu'on a. Donc, même s'ils disent, ça fait 30 ans que j'ai arrêté de fumer, mais s'il y a 90 ans, ça veut dire qu'il a arrêté à 60 ans. Ça a commencé à fumer à 15 ans. Ça fait beaucoup de cigarettes quand même. Donc, ça vaut la peine de mettre les paramètres. Oui, ne fume plus depuis tant de temps, mais a fumé de tel âge à tel âge, tant de paquets par jour, ce qui fait tant de paquets année. Ça nous documente bien là-dessus. L'alcool, ben on vous le dit souvent, je le ramène, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui a l'air très sobre, très sage, que c'est pas quelqu'un qui pourrait abuser de la bouteille. Donc, on challenge un petit peu. Et je vous dirais, ou je te dirais, selon nos genres, on va être plus ou moins habile d'aller tirer les verres du nez. En général, les femmes externes ont plus de facilité avec les femmes patientes et vice-versa pour moi. Les allergies, ça va. Les produits naturels, personnellement, je les mets dans les habitus, puisqu'on tente de convaincre les patients que c'est pas un médicament. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de certains avantages qu'il faudrait étudier, mais c'est pas un médicament. Donc, nous-mêmes, d'aller le placer dans la liste des médicaments, c'est comme si on donnait un double discours. L'histoire de la maladie actuelle. Je te recommande, je te suggère de la structurer dans ta tête ou dans ta note avec des grands blocs. Donc, tu vas aborder ton patient selon la raison de consultation avec le problème cognitif, psychiatrique, et les autres grands syndromes gériatriques. Et ton premier bloc que tu vas t'attarder, c'est selon la raison de consultation. Si la personne est référée pour troubles délirants, on va commencer par le psychiatrique, mais on va quand même s'intéresser à du cognitif après. S'il est référé pour troubles cognitifs, on va commencer par le cognitif, mais on va s'intéresser au psychiatrique après, puisque les deux sont interreliés en gériatrie. D'avoir un problème psychiatrique donne souvent des troubles cognitifs en conséquence parce que le cerveau ne réussit pas à gérer ça. Et à l'inverse, une maladie cognitive donne souvent des symptômes psychiatriques à tort. Donc, ces blocs-là,
à placer. Puis le troisième, c'est toujours les grands syndromes comme la fragilité, les chutes et compagnie. Pour chacun des blocs, tu vas tenter d'établir la trajectoire du patient, pas seulement du ici et maintenant. L'enjeu, c'est d'aller enquêter, te faire une tête. C'est qui ce patient-là? Comment il était avant? Comment il est maintenant? Et tu vas voir, ça va te rendre la tâche beaucoup plus facile dans le processus diagnostique. Parce que si je te présente un patient avec tous les critères d'un trouble neurocognitif majeur maintenant, et qu'on pose la question, c'est combien de temps qu'il est de même? Et que le proche répond, 2-3 jours. On n'est pas dans un trouble neurocognitif majeur. Et si à l'inverse, le proche répond, il a toujours été comme ça, le patient. Hein? Il a toujours été comme ça. Oui, il a eu une maladie infantile, il n'a pas parlé avant l'âge de 8 ans, puis il n'a jamais été beaucoup mieux que ça. On n'est pas dans quelque chose de trouble neurocognitif majeur non plus, ou en tout cas, c'est pas classique. Même chose dans la psychiatrie, les trajectoires sont payantes, parce que sinon on peut confondre un trouble de personnalité avec une dépression, un trouble de personnalité avec une maladie affective bipolaire, ou des choses comme ça. Donc, comment ça s'est installé, quand ça a commencé, comment ça a évolué, y a-t-il des fois que ça a amélioré, que ça a diminué, on fait vraiment une enquête pour se faire une tête très précise là-dessus. Et tu vas voir, ça va être payant pour toi. Donc évidemment, j'imagine que c'est encore ça qu'on vous enseigne avec les experts comme Dr Desjardins. La revue des systèmes, c'est complémentaire à notre maladie actuelle. Donc dans le cas ici, de ce qui nous concerne, dans le fond, la revue neurologique va être dans ta maladie actuelle. Le reste de la revue des systèmes va être assez succincte. On va aller survoler, surtout pour s'assurer de ne pas manquer une problématique qui serait assez urgente et grave. Puis ça serait gênant de ne pas voir là, comme médecin, même si on le voit pour autre chose. Sinon, il y a plusieurs problématiques qu'on va laisser à d'autres équipes puisque ce n'est pas notre mandat et qu'il faut focusser quand même sur notre tâche. Ce qui nous mène à un autre défi super intéressant que je vais te laisser. C'est ce que j'appelle l'examen mental et cognitif. Donc, tu as déjà fait un examen mental, tu as peut-être déjà fait de psychiatrie avant d'arriver avec moi, ce qui serait super. Donc, si tu ne l'as pas fait ou c'est loin dans ta tête, retourne lire l'examen mental, puis l'examen neurologique aussi, je vais t'en parler tantôt. Puis tu vois, je vais te demander de faire l'examen mental des patients. Mais en plus, d'aller t'amuser à vraiment bonifier la partie cognitive de l'examen mental. Ce qu'on t'a enseigné, c'est que souvent dans l'examen mental, on va faire un genre de JOMAC, jugement, orientation, mémoire, attention, calcul, petit rapide, parce que les psychiatres ont tellement de choses à gérer aussi qui se préoccupent moins de la cognition. Nous, c'est notre mandat, et donc on va en mettre beaucoup. Et le défi va être d'aller, en ayant vu les tests cognitifs du patient, puisqu'ils sont déjà faits par les soins infirmiers avant ton évaluation, mais aussi en travaillant avec le patient, en parlant avec le patient, de me décrire ses compétences, ses capacités cognitives à la manière de l'examen mental. On pourra en reparler quand je vais t'accueillir lundi si ce n'est pas clair pour toi, mais de la même manière qu'on va aller décrire le comportement du patient au point de vue psychiatrique, on va faire la même chose au niveau cognitif. Par exemple, si le patient se répète, on va aller nommer qu'il se répète, puis on va essayer de décrire de quelle façon il se répète. Les patients ne se répètent pas tous de la même façon selon la maladie cognitive qu'ils ont. Puis des fois, il va se répéter, puis c'est pas nécessairement cognitif. Ça peut être anxieux, ça peut être autre chose. Donc, d'où l'intérêt d'aller détailler ça. Si le patient demande l'aide constamment du proche, on va aller nommer ça. Si le patient est insulté quand on parle de sa cognition, on va le noter. Si le patient est confortable, s'il répond bien, si le patient il cherche ses mots, il manque des mots, il invente des mots, ça va être très important au niveau cognitif. Alors, défi très intéressant qui va être sûrement nouveau pour toi, mais qui vaut la peine. Revue des systèmes, on en a parlé, je l'ai juste devancé dans ma liste. Examen physique, mais là encore, on ne fera pas tout, là. On ne fera pas des cheveux jusqu'à la pointe des pieds. Il y a toutes les cases sur ta feuille ici, là. Mais tu n'es pas obligé de remplir toutes les cases. Donc, qu'est-ce qu'on va faire un peu à l'image de la revue des systèmes? Tu vas aller survoler
s'il y a des problèmes particuliers que tu as soulevés, des problèmes qui vont nous préoccuper maintenant parce que c'est urgent ou préoccupant, donc tu pourras l'examiner. Sinon, tu vas te concentrer sur l'examen neurologique qui, lui, va être assez complet. Est-ce qu'on va faire un examen neurologique, encore une fois, là, de textbook? Non. Mais je te laisse décider. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus approprié selon les cas que tu auras, puis en particulier pour des cas cognitifs? Mais je te dis, d'entre autres, olfaction, graphesthésie, toutes les paires crâniennes en détail, je ne crois pas que ça va être approprié dans ce cas-là. Mais on en fait quand même un bon examen neurologique puisque ça fait partie du système qui est touché dans les raisons de consultation qu'on a. Et ce qui va nous mener aux impressions et aux plans. Si jamais tu as des examens diagnostiques à tenir compte aussi, tu pourras les placer à quelque part. Et souvent, c'est nous qui les demandons. On ne les a pas avant notre consultation, donc il n'y a pas de place comme telle dans la note. Impression diagnostique plan. Comme j'ai dit au début, tu t'essayes, tu fais de ton mieux. Ma réputation, je ne suis pas sévère. Ce que je te demande pas, c'est de me résumer le cas au début de tes impressions. Je ne suis pas un grand partisan de ça. On essaie déjà d'être très synthétique, d'être très concis tout en étant complet dans notre note pour que les gens aient le goût de nous lire. Donc, si les gens ne nous ont pas lu, moi, je ne résume pas à la fin et j'y vais d'emblée avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici les impressions diagnostiques. Donc, évidemment, les impressions, ça peut aussi quelque chose qui n'est pas un diagnostic, comme par exemple précarité du maintien à domicile, conjugopathie, des choses comme ça. Mais en général, on va y aller avec nos diagnostics. Tu ne reprends pas des diagnostics déjà aux antécédents que nous, on ne travaillera pas ou qu'il n'y a rien de changé. Donc, on n'est pas là pour gonfler une liste de diagnostics. Donc, tu n'iras pas mettre hypertension, diabète, dyslipidémie, tabagisme. C'est déjà là. On en tient compte dans notre travail, mais on n'ira pas le lister là. Sauf si, par exemple, tu l'utilises pour aller appuyer ton diagnostic. Par exemple, trouble neurocognitif sur base vasculaire chez un patient connu pour... Tu pourrais faire ça. Et le plan d'intervention, va aller... qu'est-ce qu'on fait avec chacun des diagnostics qu'on a soulevés? On peut faire des bilans sanguins, on peut faire des imageries cérébrales, on peut demander des consultations à l'intérieur de notre équipe. Je t'ai nommé neuropsychologue, ergothérapeute, parfois physiothérapeute, mais c'est un peu en marge de ce qu'on fait. Puis évidemment, des traitements pharmacologiques qu'on pourra partir. Tu te doutes que cette partie-là, impression et plan, tu ne le partages pas aux patients et aux proches. Tu attends d'en parler avec moi pour que moi je me fasse une idée puis je le présente lors de notre rencontre de révision. Tu auras beaucoup de place justement dans ton évaluation, communiquer avec le patient. Tu vas pouvoir me voir interagir. Quand on va faire la révision, dans mon approche aux patients difficiles, il y a beaucoup de one-on-one, c'est mal dit, mais en tout cas de un en un entre nous. Donc, je ne m'attends pas à ce que tu interviennes pendant nos rencontres. Si jamais tu as des questions ou des choses, je te passerai la parole au besoin ou sinon après, on aura du temps pour parler aussi, après la consultation, pour voir c'est quoi tes impressions et tes questions qui resteraient. Donc, voilà, c'est la première vidéo que je fais pour accueillir mes externes. J'espère que ça va être aidant. Merci de l'avoir écouté. Ça va me faire plaisir de t'accueillir le lundi de ton arrivée. Et puis, on va pouvoir quand même compléter nos discussions à ce moment-là et je répondrai à tes questions. Bonjour, à bientôt.